Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Voilà, finalement ma précédente vidéo ne fait que confirmer ce que j'avais estimé. De toute façon, en règle générale, dans ce genre de situation, comme je le disais, on a une chance sûre de se tromper. Mais là, force est de constater que non seulement ça confirme la désaffection des 2/3, on va dire, des Français, mais en plus de ça, encore une fois, on constate que dans les discours politiques, que dans les interventions, dans les débats, on fait mine de ne pas comprendre. Alors oui, on dit oui, il y a bien un problème avec les Français, mais quand même, il ne faut pas non plus oublier que peut-être beaucoup de Français, nous sommes fin juin, sont en train de préparer les départs en vacances, etc. Donc on essaie de tergiverser pour essayer de diluer un petit peu la raison pour laquelle finalement beaucoup de Français ne se sont pas déplacés. Un chiffre quand même à retenir, très important, 64 ou 65%, je crois. Alors c'est le taux d'abstention, mais on a un pourcentage apparemment non négligeable d'électeurs du Rassemblement national qui n'ont pas été votés. Alors je crois me souvenir que c'est un chiffre qui atteint presque les 70%. Donc comme je le disais dans mes précédentes vidéos, j'ai envie de dire là pour le deuxième tour, Marine Le Pen, il va falloir qu'elle se pose des questions. Il va falloir qu'elle se remette en question. J'ai pas franchement l'impression qu'elle ait compris ou ne serait-ce que le message ou véritablement la situation pour se dire que finalement, peut-être qu'elle est en train de perdre déjà l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple que à 47% de résultats connus, le Rassemblement national était en tête en vote cumulé. Vous savez, les votes cumulés, les voici. En vote cumulé, on était à 21,25%, puisque le Rassemblement national, donc en partie, obtenait plus de 1,7 million voix, était suivi par l'Union à gauche avec des écologistes. Donc c'est un conglomérat en fait, c'est un conglomérat d'alliances, France Insoumise, Écologie Europe Écologie Les Verts, etc. Donc ce sont des alliances si vous voulez. Donc force est de constater que là, on est quand même sur un chiffre qui est quand même assez révélateur. D'autant plus que M. Hortefeux, sur BFM, a prétendu que les Républicains confortaient leur position d'être l'un des voire peut-être le premier mouvement politique en France. Oui, sauf que les Républicains, ils sont quand même vachement à la ramasse, puisque sur ce tableau-là, ils étaient même derrière les écologistes, mais sur la totalité des scrutins dépouillés, le Rassemblement national est en fait relégué à la 3e position, derrière l'Union des droites et derrière l'Union des gauches avec les écologistes. Alors, évidemment, certains gauchistes se disent « oui, ça y est, on a quand même réussi à battre le Rassemblement national n'a pas décroché de région, etc. » J'ai envie de dire oui, en effet, la démocratie permet justement de pouvoir faire des alliances avec d'autres partis pour lutter contre un parti unique. Mais lorsqu'on regarde les résultats en matière de vote cumulé, force est de constater que parti par parti, le Rassemblement national reste en première position. Et même si ce tableau, que vous voyez ici, qui était donc le tableau comparatif actualisé, on constate qu'en effet, l'union des gauches avec les écologistes atteigne 20%, et derrière, vous avez les unions des droites à 19%, 19 et quelques pourcents, et derrière le Rassemblement national. Je tire votre attention sur le très faible écart qu'il y a entre le Rassemblement national, parti unique, sans alliance, et les deux autres premiers qui sont en fait des conglomérats, des regroupements de multipartisme au sein de certaines listes, au sein de certains groupes. Mais voilà, dans l'inconscient collectif, ça montre que le Rassemblement national perd des voix. Non, il ne perd pas des voix. Il est tout simplement comme les Républicains, qui, eux, par contre, sont complètement aussi à la ramasse. Les Républicains, ils sont complètement bas du tableau, mais en proportionnalité par rapport à l'élection elle-même, c'est-à-dire l'élection régionale, finalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce sont les candidats
tant qu'ils sont réélus. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que les candidats sortants ont tout simplement bénéficié de leur cote de popularité auprès d'un électorat qui avait déjà voté pour eux en 2015. Donc en fait, ils n'ont fait que conforter, avec beaucoup moins évidemment de participation, peut-être qu'ils ont conservé, peut-être 30 ou 40% de l'électorat qu'ils ont eu en 2015 et qui les ont élus, pour remporter et rester en place en 2021 au régional. Mais force est de constater qu'en effet, les résultats sont là, 2 tours où le taux d'abstention est énorme. Non seulement il est énorme, mais en plus de ça, ça remet tout en question. Ça remet tout en question sur la crédibilité même et la légitimité même des partis politiques. Quand on en arrive dans un pays, et ça rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo sur la démocratie, quand on arrive dans une démocratie à avoir les 2/3 de la population qui ne vote plus, et donc qui ne participe plus à l'effort, à l'évolution, à l'avancée démocratique d'un pays, eh bien, en effet, dans ce moment-là, il faut poser la question sur la table. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple est en désaffection totale avec le paysage politique, avec le paysage représentatif de la démocratie, avec même ses propres représentants. Ce qui est d'autant plus dangereux, c'est que l'année prochaine, nous avons une présidentielle et une législative. Donc si l'élection présidentielle ne mobilise pas plus que cela, c'est-à-dire que si on se retrouve... Alors, la présidentielle est quand même beaucoup plus importante et beaucoup plus, je dirais, incite une participation un petit peu plus importante de la part des Français, mais si en présidentielle on se retrouve avec une abstention de 40-45%, ça restera quand même très 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 important pour une élection présidentielle. Je ne parle même pas des législatives. Donc, je pense que là, on va évidemment rentrer, là aujourd'hui, ça y est, on est rentré dans la période de la campagne présidentielle, il va y avoir les vacances, donc on ne va pas trop remuer la queue au niveau politique, mais dès la rentrée, il va falloir commencer à marteler. Actuellement, on entend, on lit beaucoup de choses sur Emmanuel Macron, comme quoi, en effet, il se représenterait, mais non seulement il se représenterait, mais il y a des bruits de couloir, je dis bien c'est des bruits de couloir, comme quoi, pour essayer de lui assurer sa réélection, il y aurait un certain nombre de modifications, un certain nombre de manipulations et un certain nombre de partis pris au sein même des institutions. On a entendu, par exemple, qu'il se pourrait que soit mis en place un service, un ministère de l'information. Un ministère de l'information. C'est rien d'officiel, il se pourrait qu'il puisse y avoir un remaniement gouvernemental, peut-être au mois de septembre, et dans ce remaniement, on intègre le ministère de l'Information, un ministère de l'Information qui aurait pour but de crédibiliser les médias, c'est-à-dire de faire la police, de faire le gendarme auprès des médias tant Internet que télévisuels, que radiophoniques. C'est-à-dire qu'en fait, on referait un bond en arrière de 60 ans avec le RTF. Pour ceux qui n'ont pas connu le RTF, c'était la télévision d'État, voilà, où tout était contrôlé, tout était censuré au cas où. Je pense que là, on est en train de glisser dans quelque chose qui peut devenir dangereux. Qui peut devenir dangereux parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont perdu leur confiance envers la démocratie, tout du moins envers la République telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont devenir des rageux, qui vont devenir agressifs, qui vont devenir des petits soldats bien pensants pour lutter contre ceux qui, justement, comme moi, sont en train peut-être de poser les questions qu'il ne faut pas poser ou qu'il ne faut pas exposer. Donc on peut s'attendre à ce que malheureusement les taux se resserrent. Déjà, sur Twitter, certains comptes de gens qui ont l'esprit libre commencent déjà à subir des pressions, commencent déjà à subir des blocages, commencent à subir des censures.
on peut s'attendre à ce que Facebook France fasse également son ouvrage pour commencer à filtrer les informations, pour empêcher la divulgation de certaines informations. On a aussi un autre exemple de cette déliquescence finalement de la démocratie, c'est la fameuse société qui était en charge justement de la distribution des professions de foi, puisque vous savez que désormais la Poste n'a plus le monopole de la distribution des professions de foi lors de campagnes électorales. C'est une société privée désormais qui en a en partie la charge par contrat. Et je vais retrouver cette société, c'est la société Adrexo. Et la société Adrexo, alors, Darmanin, normalement, je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si c'est à venir, a convoqué les responsables de cette société pour leur demander des comptes sur ce qui s'est passé pendant cette élection présidentielle, élection régionale, pardon, et départementale. D'ailleurs, on s'est aperçu qu'il y a certains politiciens qui, pour essayer de sauver un petit peu les apparences, pour sauver les meubles de leurs échecs, ont mis une part de responsabilité sur le fait que c'est de la faute du gouvernement, parce que les Français n'ont pas reçu les professions de foi, donc on n'a pas pu convaincre les gens du bien fondé de nos programmes, etc. Donc, enfin, voilà, c'est une façon aussi de détourner un petit peu le fait que de toute façon, ils ont perdu. Parce qu'ils sont pas bons, parce qu'ils sont mauvais, parce que c'est des cons, parce qu'enfin, bref. Et donc, cette société, elle est en contrat avec l'État, mais plus particulièrement avec le ministère de l'Intérieur, jusqu'en 2024. La question est de savoir, est-ce que M. Darmanin va considérer ça comme une faute contractuelle et faire une rupture de contrat? Mais, s'il y a rupture de contrat, ou tout du moins si Darmanin décide de faire une rupture de contrat avec cette société, est-ce qu'il ne va pas y avoir dans les contrats des clauses qui protègent justement la société en disant si nous sommes en charge de la distribution d'un matériel électoral auprès des Français, nous nous engageons à assurer au moins 75% de la distribution. Vous savez, cette petite clause, etc., qui, ça se trouve, existe dans le contrat. Et donc, la société Adrexo vous dit, vous voulez faire une rupture de contrat? Ok, pas de problème, mais dans ce cas-là, vous payez des pénalités. Ah mais non, il n'y a pas de payer de pénalité puisque vous êtes fautif. Je dis, ben non, on n'est pas fautif, puisque dans le contrat, on a une clause qui stipule que nous engageons notre responsabilité sur 75% de garantie de ce pourquoi nous avons un contrat avec vous. C'est-à-dire que vous nous octroyez 25% de marge d'erreur. Savoir, les contrats, généralement, c'est hyper bien calculé, c'est hyper bien étudié. Vous avez des milliers de clauses, justement, pour permettre à la société, selon ses moyens, de se protéger, au cas où. Donc, déliquescence, encore une fois de plus, du système, puisque maintenant, on a un ministère de l'Intérieur qui travaille avec une société qui, finalement, peut-être que pour les élections présidentielles et législatives, et voire même les européennes, puisque 2024, ce sera les européennes, eh bien, on va être obligé de travailler avec une société qui ne garantira pas d'envoyer les professions de foi à tous les Français. Voilà. Donc on verra bien un petit peu ce que ça donne à ce niveau-là, mais c'est quand même grave. Là, c'est le fait que les citoyens ne reçoivent pas les informations qui sont censées guider leur choix dans leur devoir de citoyen de voter, ça rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. La République est morte. La République doit être refondée. La République doit être redessinée. C'est qu'il faut tout remettre à plat. Il faut tout remettre sur la table. Donc la question, elle est posée aujourd'hui. Je veux dire, une élection régionale, départementale, à 2 tours, avec plus de 60% d'abstention, je suis désolé, la question doit se poser. Alors évidemment, il y a déjà les couteaux qui s'affûtent de ceux qui sont les pourfendeurs, les défenseur de la démocratie. Hors de question de remettre en question la démocratie, hors de question de remettre en question la République. Sauf que le problème, c'est que... alors, j'en ai quelques-uns sur Twitter qui m'ont un petit peu accroché là-dessus, sauf qu'ils sont incapables de défendre la démocratie. Il y en a même des fois qui défendent la démocratie, mais qui ne savent même pas vous l'expliquer. Ils sont incapables de vous expliquer.
Puis comme ils savent qu'ils sont incapables de vous expliquer, bah là ils en viennent à être un petit peu vulgaires, un petit peu agressifs, vous traitez de fachos, etc. Bah, y en a même un qui m'a même balancé, qui m'a donné l'exemple évidemment de la Russie avec Poutine. Et je lui ai expliqué, très calmement, je lui ai dit, mais attendez, comparons ce qui est comparable. Vous ne connaissez pas la Russie, vous ne connaissez pas la culture russe. J'ai envie de dire même, peut-être ça se trouve, vous ne connaissez pas l'histoire de la Russie. Donc vous ne pouvez pas comprendre, et ça se comprend aussi sur le fait que beaucoup de Français vivent dans un pays avec un système, avec une culture, avec un régime, avec un système politique, avec des institutions, qu'ils pensent être parmi l'exemplarité même de la démocratie, mais qui ne comprennent pas qu'ils ont une exception culturelle. Et cette exception culturelle ne fonctionne pas dans d'autres pays. Comme je lui ai expliqué, je dis, regardez vos voisins européens. Le régime belge n'est pas le même que celui français. Parce qu'on me donnait l'exemple de la Belgique, comme quoi la Belgique imposait le vote obligatoire. J'ai dit, oui, le vote obligatoire, sauf que la Belgique, c'est 9 millions d'habitants, la France c'est 68 millions. La Belgique n'est pas une démocratie républicaine, mais c'est une monarchie institutionnelle, constitutionnelle, je crois. Il y a un roi. Les Belges ont un roi. Et en plus de ça, la Belgique n'a pas cette notion que nous avons en France d'un peuple unique et indivisible. La Belgique, c'est des Wallons, c'est des Flamands. Et des romans un petit peu, je crois, pas romans, mais plutôt des germanophones dans l'est du pays, je crois. La Suisse, c'est pareil. La Suisse, vous avez les francophones et vous avez les germanophones. Il y a même des romans qui parlent italien. L'Espagne, c'est pareil. C'est un régime démocratique totalement différent et qui a un royaume, qui a une monarchie. Alors c'est une monarchie qui n'a pas de pouvoir, mais ils ont une monarchie quand même. Ils ont des systèmes différents, ils ont des provinces, certaines ont même des statuts différents d'une province à une autre, avec des régimes différents. Donc, déjà rien qu'en Europe, dans la fameuse Union européenne, l'Union européenne intègre 27 pays qui ont des régimes différents. Alors en effet, qui sont basés sur des principes démocratiques, mais dans leurs institutions, dans leur constitution, dans leurs infrastructures, ils sont différents. Et bien la Russie, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, on nous dit, oui, mais alors Poutine, ça fait 60 ans qu'il est... 60 ans, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Mais posez-vous la question, pourquoi il est au pouvoir? Je ne vais pas refaire l'histoire. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent ce monsieur, c'est Gouvajde qui fait des vidéos très intéressantes sur la Russie et qui permet justement d'ouvrir un petit peu une connaissance sur un pays, sur une culture, sur un peuple. Et là, c'est une vidéo il fait des vidéos qui sont très intéressantes parce que il a une certaine objectivité sur... c'est-à-dire que c'est pas un pro-Poutine, mais il nous explique pourquoi finalement Poutine est toujours au pouvoir. Et ces vidéos sont très intéressantes, et ça nous permet de comprendre, justement. Sauf que ça, évidemment, il y a beaucoup de gens, beaucoup de bien-pensants sur les réseaux sociaux, etc., qui ne veulent pas qu'on comprenne, qui ne veulent pas qu'on assimile le fait qu'il peut y avoir des différences, et ces différences constituent les piliers, les fondations même de systèmes, de régimes différents. On critique souvent la Chine. Oui, la Chine, dictature. Sauf que rappelons-nous ce qu'est la Chine. La Chine, ce n'est pas, comme la France, un peuple unique et indivisible. La Chine, c'est un ensemble de communautés, c'est un ensemble d'ethnies. Exactement comme la Russie. La Russie, il y a différentes tribus, il y a différentes ethnies. Avec aussi des religions. Ce que nous avons réussi à construire en France, et qui malheureusement aujourd'hui est en train de partir en lambeaux, c'est le fait que vous soyez alsacien, breton, normand, provincial, corse, basque, vous êtes avant tout français. On ne fait pas de différence.
on préserve, on cultive les histoires et les cultures et les patrimoines régionaux, mais au niveau de la République, au niveau de la loi, vous êtes tous les mêmes. Vous avez les mêmes droits, les mêmes statuts. On ne fait pas de différenciation. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a des communautés, il y a des ethnies, il y a des communautés religieuses, des communautés ethniques qui ont des revendications, qui ont des statuts, qui ont parfois des infrastructures, des structures internes, communautaires, au sein même de même pays. Donc vous imaginez bien que si vous amenez avec vos gros sabots la démocratie dans ces pays-là, dois-je vous rappeler l'échec de l'Irak? Dois-je vous rappeler l'échec de l'Afghanistan? Dois-je vous rappeler le problème de la bombe de l'Ukraine? Donc, je ne parle même pas de l'Afrique, parce qu'il y a certains pays africains, c'est pareil. On essaie d'implanter la démocratie seulement. Derrière, oui, on veut bien la démocratie dans les pays africains, à partir du moment où chacun y trouve son intérêt. Doit-on rappeler la planche pourrie dans laquelle la France s'est installée, qui a été le Rwanda? Même encore aujourd'hui, regardez le Mali. Qu'est-ce qu'on fout au Mali? Certains vous diront, oui, c'est pour lutter contre le terrorisme, le djihadiste islamique. Vous y croyez, franchement? Non, franchement, vous y croyez à ça? Croyez franchement qu'on déplace de la logistique, des soldats français dans des pays africains juste pour défendre la liberté et la démocratie? Franchement. Donc tout ça pour revenir au fait que ce qui s'est passé aujourd'hui avec ces élections régionales, et bien aujourd'hui les politiciens, ils ont tout d'un coup comme la sensation d'avoir un caillou dans le pied. Un élément très intéressant que j'ai pu constater également, et j'ai observé un petit peu des vidéos de 2015, la précédente élection régionale. Certains leaders politiques, certains candidats, ont souvent parlé de l'avenir, de liens, de travail, de coopération avec l'Union européenne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout d'un coup en 2020, dans les discours politiques de candidats, alors il y en a quelques-uns qui ont quand même fait des allusions, mais tout d'un coup, on s'est rendu compte que l'Union européenne était, mais alors vraiment, au bas de la liste. Est-ce que quelque part, ça ne serait pas un aveu? Un aveu de cette classe politique, dont la majeure partie d'entre eux sont des européistes convaincus, mais ils sont conscients qu'auprès des Français, l'Union européenne aujourd'hui a très mauvaise réputation. Donc, pour ces élections régionales, on va éviter de parler de l'Union européenne. On va éviter de parler de projets que certaines régions puissent avoir, des accords, des contrats, des traités avec l'Union européenne, de telle manière à pouvoir prendre directement ses ordres de la Commission européenne et non plus de l'État français. Dois-je vous rappeler la petite histoire qui a eu lieu il y a quelques années avec le référendum sur les régions de l'Est, Alsace, Lorraine, Moselle, etc., Bas-Rhin et Haut-Rhin, qui prévoyait justement de faire une expérience, de se lancer, d'être le laboratoire de ce projet dans certains domaines, de prendre directement ses ordres de la Commission européenne et non plus de l'État français. Bon, le référendum a été non, donc... Mais, on a contourné le système, c'est-à-dire discrètement, catimini. Vous avez un certain nombre de régions aujourd'hui, c'est-à-dire des conseils régionaux, qui ont des accords avec l'Union européenne, parce que certaines régions reçoivent des aides, reçoivent des subventions européennes dans certains domaines. Parlons de la culture, par exemple. Eh bien, il y a certains textes qui définissent, comme une sorte de laboratoire, la possibilité aux régions de mettre en place
des politiques européennes en se soustrayant de l'autorité de l'État. Donc, quand on voit que les européennes, on ne s'y intéresse pas, donc, et que les régionales, qui justement peuvent permettre à un peuple de donner un message fort à l'État. Mais là, ce n'est pas à l'État que les Français ont donné un message fort, c'est à l'ensemble de la classe politique. Les 63 ou 65% d'abstention, c'est un message clair. Et la courbe qui est là, c'est un message clair pour dire on en a ras-le-bol de vos conneries. Vous nous cassez les burnes. Ça fait 50 ans que vous vous foutez de notre gueule. Ça fait 50 ans que vous nous racontez toujours les mêmes salades, les mêmes discours, que vous essayez de nous faire culpabiliser par rapport à certaines idées, par rapport à certaines réalités sociales, économiques, politiques, géopolitiques, culturelles, religieuses. Ça fait 50 ans que vous nous tenez des discours de guignols. Ça fait 50 ans que vous jouez les polichinelles. Ça fait 50 ans que vous nous dites blanc et que le lendemain vous dites noir et que le surlendemain vous dites gris. Ça fait 50 ans que vous vous engraissez sur les comptes du contribuable. Ça fait 50 ans que vous faites un simulacre de multipartisme. Ça fait 50 ans que vous nous cassez les couilles à montrer du doigt un parti politique qui n'a jamais été un parti d'extrême droite, mais qui est un parti d'extrême droite parce qu'il a suscité des questions, suscité des sujets tabous, sur lesquels on a appliqué évidemment des idées d'extrême droite. Je veux dire, aujourd'hui, Marine Le Pen, excusez-moi du peu, européiste, qui n'a plus l'intention de sortir de l'Union européenne, qui n'a plus l'intention de permettre à la France de retrouver sa souveraineté monétaire. Donc ça veut dire que Marine Le Pen est d'accord sur le fait que si un jour l'Union européenne se pète la gueule, la France, elle suit. Si vous êtes d'accord avec ça, bon, ok, pas de souci. Et du coup, c'est aussi le message de dire les 2/3 des Français n'ont pas voté. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils partent en vacances? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont inconscients, ou parce qu'ils sont peut-être immatures, ou peut-être parce que les Français, désormais, sont plus responsables? Et c'est là qu'on a eu cette remarque qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, d'obliger, de faire une obligation aux gens de voter, et que même M. Duhamel a commencé à supposer l'idée que si les Français ne sont plus attirés, ne sont plus intéressés, ou n'assument plus leur responsabilité de citoyens pour aller voter, eh bien peut-être qu'il serait aujourd'hui temps de transférer cet aspect démocratique à des tierces. C'est-à-dire que le peuple, au-delà du fait que dans la République a une représentation qu'on appelle le Parlement, ne pourrait plus donner son avis si ce n'est par l'intermédiaire de représentants d'élites, des élites évidemment cultivées, responsables, qui assumeraient le rôle que le peuple n'est plus capable d'assumer. Donc vous voyez, quand je vous parle très souvent de la déliquescence de l'État, de la destruction des États-nations, et bien là aujourd'hui vous en avez encore une preuve. C'est qu'aujourd'hui, même si tous les partis politiques, tous les leaders politiques, tous les analystes et experts de plateaux de télé vont vous trouver des excuses ou des raisons que c'est la faute des uns, la faute des autres, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de Macron parce que les Français en ont marre de lui, etc., donc se désaffectionnent de la vie politique, etc., que parce que le Rassemblement national, c'est la faute à l'extrême droite parce qu'elle fait de la manipulation, elle fait de la fake news sur les réseaux sociaux, etc., c'est une façon de cacher, en fait, sous le tapis, une réalité.
c'est que peut-être les gens veulent autre chose. Peut-être que les gens aujourd'hui veulent qu'on leur propose autre chose. Sauf que le autre chose, c'est forcément remettre en question l'existant. Cet existant dans lequel aujourd'hui vous avez tous ces gens, tous ces bien-pensants, tous ces idéologues, tous ces spécialistes, tous ces médias, tous ces artistes. Quand je dis tous, hein, pas tous, hein, mais une certaine partie, bah évidemment tirent leur profit. Comme je vous l'avais expliqué déjà dans une vidéo, souvenons-nous à la veille d'élections présidentielles, il est étrange que soudainement, des présidents d'Assemblée nationale font une proposition qui permette de tirer encore plus d'avantages aux députés. Souvenons-nous de M. Debré, Jean-Louis Debré, oui, c'est Jean-Louis Debré, je ne sais plus si c'est Jean-Louis Debré. Je crois que c'est Jean-Louis Debré. À la veille de l'élection de 2007 avec Sarkozy, fait une proposition aux députés, donc majorité, opposition, etc. Je propose d'étendre de 6 mois à 18 mois la prime de précarité lorsque vous perdez votre siège après une élection législative. C'est-à-dire pendant 18 mois, les députés vont continuer à toucher un salaire de précarité, c'est-à-dire un salaire pour leur permettre de se retourner, comme vous avez, quand vous faites virer, vous avez comment on appelle ça, un salaire de précarité, ou en plus du chômage, ou un truc comme ça, enfin je ne sais plus exactement la définition. Mais là, évidemment, tous ont voté oui. Logique. Donc, je ne sais pas comment, en France, vous allez appréhender la campagne présidentielle, mais je pense que on va vous manipuler, que les médias vont essayer de vous manipuler. Alors, il y en a peut-être certains qui vont essayer quand même de continuer à faire un peu plus de lumière, sauf qu'on sent bien que commence à subir une pression. Je pense à CNews, par exemple. Je pense à Europe 1 qui est tombé sous le joug maintenant de Bolloré. Ça fait scandale, d'ailleurs je crois qu'ils sont en grève chez Europe 1, parce que idéologiquement, non, c'est pas normal. Pas normal qu'on... Enfin, bref. Je pense que ce qui va être encore plus significatif, c'est que si jamais on se rend compte que dans les réseaux sociaux, qu'à la télévision, on va commencer à de plus en plus censurer, on va commencer de plus en plus à canaliser, à endoctriner les gens dans un certain état d'esprit pour les empêcher de se poser les bonnes questions, ou même d'interroger, ou de mettre en face de leurs responsabilités, que ce soit les politiques, que ce soit les médias, que ce soit les experts, les analystes et autres sur les réseaux sociaux. Je pense que cette élection présidentielle, elle va être extrêmement compliquée parce que forcément, tous ceux qui vont être présidentiables, les 65% de Français qui n'ont pas voté n'en veulent pas. Et donc on peut s'attendre à ce que l'élection présidentielle, finalement, soit la pire de pire, c'est-à-dire finalement, reflète ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'à partir du moment où un système donne le pouvoir à un tiers ou un quart du peuple pour décider pour la majorité ou l'ensemble d'un peuple, eh bien, je suis désolé, mais pour moi, je n'appelle pas ça une démocratie. Pour moi, une démocratie, c'est l'expression au moins de plus de la moitié, voire des 2/3 du peuple, pour que la réelle démocratie fonctionne. Si on s'amuse dans des institutions démocratiques à finalement éliminer un maximum de gens du processus par différentes méthodes, parce que je suis désolé, mais dégoûter ou écarter les 2/3 du peuple de la compréhension de la politique, de la géopolitique, de l'économie, du pays, etc., c'est-à-dire par le divertissement, par la désinformation, par l'annihilation, par tous les processus psychologiques de désinformation, etc., qui se sont mis en place depuis des années,
C'est bien qu'aujourd'hui, bah oui, vous avez sur des réseaux sociaux des gens qui vont vous défendre, qui vont vous insulter pour défendre la démocratie, mais qui eux-mêmes sont incapables de vous définir la démocratie. Tout comme il y en a qui vont vous traiter de facho, mais que lorsque vous leur demandez, tu peux me définir le terme de facho, qui sont incapables de vous donner une définition claire et nette. Et bien c'est comme ça que vous détruisez l'État-nation. Donc, que puis-je faire de plus que de faire cette démonstration devant vous aujourd'hui, d'être attentif à ce qui va se passer, à ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer va être très significatif de l'avenir du pays. Sauf si, en coulisses, il y a aujourd'hui des Français qui sont en train d'organiser, tout simplement, une prise de pouvoir. Sauf si demain, tout d'un coup, émerge un leader. Mais un leader qui ne sera pas du tout affilié à qui que ce soit, à quelque parti politique que ce soit, à quelque idéologie que ce soit, qui soit totale abnégation de tout intérêt personnel, voire même peut-être un simple citoyen entouré de gens compétents, entouré de gens qui sont de bons conseils, alors peut-être que cette personne-là, parce que je rappelle quand même, aujourd'hui, si vous êtes souverainiste, si vous voulez quitter l'Union européenne, il n'y a plus que deux partis aujourd'hui qui vous font cette offre. C'est les Patriotes de Philippot et c'est l'UPR de Asselineau. Puisque Marine Le Pen ne veut pas sortir de l'Union européenne. Donc il n'y a plus d'autres partis. Dupont-Aignan fera comme en 2017, il va se rallier au Rassemblement national. Parce qu'évidemment, lui, il va essayer de se trouver une place. Hein. Donc du coup, vous n'avez pas de choix. Vous n'avez que très peu de choix. Soit de voter pour des gens qui vont être dans la continuité de la destruction de l'État-nation, donc la destruction de la France, à différents niveaux, soit de foutre un coup de pied dans la fourmilière et peut-être de participer à votre niveau, de contribuer à votre niveau à une résistance. Et comme je vous l'ai dit, peut-être en coulisses, aujourd'hui, il y a des Français qui sont peut-être en train d'organiser ce qui pourrait peut-être être un coup d'État, ou ce qui pourrait être un mouvement de guerre civile. C'est un terme qui ne me plaît pas trop, parce que là, ça serait mettre en effet des Français contre des Français. C'est ça, une guerre civile, de toute façon, qu'on soit bien clair. Donc, vraiment affaire à suivre, avec beaucoup d'attention, parce que je pense que ça ne nous promet pas des mois heureux, d'autant plus que quand même, je vous rappelle un autre élément qui risque de rentrer en ligne de compte très 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 brutalement, c'est une crise économique. Je vous l'ai dit dans précédentes vidéos, il y a une guerre monétaire qui est en train de s'opérer. C'est une lutte de pouvoir. C'est une lutte hégémonique, dans laquelle l'Europe, aujourd'hui, a un rôle, mais le rôle qu'elle va devoir jouer va nécessiter la suprématie absolue de l'Union européenne sur l'ensemble des pays de l'Union. Donc destruction des États-nations, destruction des souverainetés. Alors attention, quand je dis destruction des États-nations et destruction des souverainetés, ça veut dire que demain ils ne vont pas faire table rase, des constitutions. Non, non. Ils vont placer des gens, ils vont mettre en place des institutions, ils vont mettre en place des lois qui vont leur donner tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'en apparence, vous aurez toujours la Ve République. Vous continuerez à voter, ou pas voter, pour des gens que vous ne voulez pas. Mais voilà, le processus démocratique fonctionnera. Même si, au final, il n'apportera rien et contribuera même à la destruction même de la démocratie, de l'intérieur, tout comme vous aurez toujours sur les réseaux sociaux des gens qui vont défendre la démocratie rubis sur l'ongle. Mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez de la dictature, comme en Chine, etc. Non. Et vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas le droit à un moment donné de remettre les choses en question? Dois-je vous rappeler que dans l'histoire de l'humanité,
C'est pas parce que depuis le 19e siècle, nous avons su faire évoluer la façon de gérer des pays, la façon d'instaurer des démocraties, d'instaurer des libertés et des droits. Je rappelle quand même que depuis des siècles, on a vu se succéder des régimes différents, des systèmes différents, des cycles différents. Certains fonctionnaient plus ou moins bien. Certains y trouvaient leur compte, avec un juste équilibre. Mais évidemment, ce n'était pas des démocraties. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie, elle ne peut pas évoluer encore. Elle ne peut pas s'améliorer. Et c'est là que très amusant de voir sur les réseaux sociaux et parfois même à la télévision des gens qui sont dans quelque chose de très fermé. Alors que ce en quoi ils sont fermés, aujourd'hui, est en train de faire la démonstration qu'ils ne fonctionnent plus. Qu'ils ne fonctionnent plus pourquoi? Parce que pendant des décennies, on a détricoté certaines lois, on a mis de nouvelles lois, on a fait passer des décrets pour installer un régime, excusez-moi du peu, mais plutocratique, c'est-à-dire qui donne des leviers, des pouvoirs de plus en plus à une certaine caste de la société, au détriment de la réelle démocratie, c'est-à-dire celle du peuple. Et c'est attention, ce que je vous dis là, c'est hérétique. C'est hérétique aux oreilles de certains. Donc voilà, affaire à suivre, mais je pense qu'à mon avis, on va plutôt pleurer que de rigoler. Quoique des fois, on peut aussi rigoler. Et enfin, deuxième sujet pour cette vidéo, il y a quelque temps, on a vu les autorités américaines, pas forcément déclassifier, mais donner des informations qui tentent à démontrer qu'on est en train de relancer un phénomène qui est entré un petit peu dans les mœurs, etc., mais qui, je dirais, va nous faire revenir à peu près les 60 ans en arrière. En effet, il y a quelque temps, une partie de la toile s'est affolée de voir un rapport du renseignement américain sur les phénomènes OVNI. Alors, je vais vous lire l'article et je vais vous commander un petit peu la chose. OVNI, la Chine et la Russie épinglées dans un rapport du renseignement américain. Un rapport américain sur les phénomènes aériens inexpliqués énumérait plusieurs origines possibles pour ces mystérieux événements, précisant ne pas être en mesure de tirer des conclusions définitives. Ces auteurs épinglent la Chine et la Russie. Comme annoncé quelques semaines plus tôt, un rapport du renseignement américain sur les origines possibles des phénomènes aériens inexpliqués a été publié le 25 juin. La thématique éveille traditionnellement les passions outre-Atlantique où l'opinion publique est particulièrement sensible à toute actualité liée aux objets volants non identifiés. Donc OVNI, je rappelle en anglais c'est UFO, c'est Unidentified Flight Object. Le récent document recense plus de 140 événements non expliqués observés par l'armée américaine depuis 2004. Des boucs émissaires déjà évoqués. En dépit des spéculations récurrentes qui animent la société américaine sur la possibilité d'avoir un jour été visité par des extraterrestres, le rapport ne mentionne cette piste à aucun moment, ni pour l'appuyer, ni pour l'écarter. En revanche, parmi les hypothèses retenues à Washington pour expliquer ces mystérieux phénomènes observés au fil des ans par l'armée américaine, figure le scénario de présumée expérimentation d'entités étrangères qui pourraient directement menacer les États-Unis. Certains phénomènes aériens inexpliqués peuvent être des technologies déployées par la Chine et la Russie. Les phénomènes aériens inexpliqués représenteraient un défi pour la sécurité nationale, notamment en cas de preuve qu'un adversaire potentiel a développé une technologie révolutionnaire ou perturbatrice. Peut-on lire dès les premières pages du texte, dont les auteurs précisent toutefois que ne pas disposer d'éléments suffisants pour tirer des conclusions définitives. Qu'à cela ne tienne, le document mentionne tout de même 2 pays susceptibles d'être liés à de telles activités menaçantes pour la sécurité nationale, la Chine et la Russie. En effet, au chapitre des multiples pistes envisagées concernant l'origine de certains phénomènes, figure une catégorie baptisée « système adverse étranger » dans laquelle le renseignement américain écrit que certains phénomènes aériens inexpliqués peuvent être des technologies déployées par la Chine, la Russie,
une autre nation ou une entité non gouvernementale. Quand le renseignement américain se penche sur l'origine des ovnis, à défaut de la piste extraterrestre, le rapport mentionne le nom de 2 pays, les systèmes adverses qui peuvent être des technologies déployées par la Chine, la Russie ou autre nation ou entité. Pour rappel, l'hypothèse avait déjà été communiquée depuis juin dans le New York Times par des responsables du renseignement américain. Au moins une partie des phénomènes aériens pourrait correspondre à des technologies expérimentales d'une puissance rivale, très probablement la Russie ou la Chine, assurait alors, sous anonymat des sources proches du dossier, au célèbre journal américain. Des phénomènes aux caractéristiques de vol inhabituelles. Afin d'éclaircir l'origine potentielle des phénomènes observés ces dernières années, 4 autres catégories ont été dressées par les services de renseignement américains. L'encombrement aérien, composé d'oiseaux, de ballons, de drones, de loisirs ou encore de débris en suspension dans l'air, comme des sacs plastiques. Les phénomènes atmosphériques naturels, qui correspondent aux cristaux de glace, à l'humidité ou encore à certaines fluctuations thermiques, les programmes de développement de gouvernement américain ou de l'industrie, segment sur lequel les auteurs et rapports se montrent toutefois circonspects, et enfin une catégorie autre, dont l'évaluation des composantes nécessite de nouvelles connaissances scientifiques. La task force dédiée aux phénomènes aériens non identifiés a l'intention de concentrer une analyse supplémentaire concernant certaines caractéristiques de vols inhabituels, peut-on lire dans cette dernière section. Très prisées au sein du monde médiatique américain, les questions relatives aux ovnis semblent attirer l'attention croissante de l'armée. La marine américaine reconnaît qu'il y a eu suffisamment d'observations aériennes étranges par des personnels militaires crédibles et hautement qualifiés pour qu'elles soient enregistrées dans les archives officielles et étudiées plutôt que d'être rejetées comme des phénomènes bizarres issus du domaine de la science-fiction. Rapporté en effet Politico en mars 2019, époque à laquelle, face au nombre croissant de phénomènes observés, la marine avait élaboré de nouvelles directives pour les signalements d'OVNI. Alors, évidemment, là, on aborde un sujet qui est un sujet compliqué, même si, encore une fois de plus, il faut savoir que l'ufologie, c'est une science moderne. La date la plus symbolique de cette science, c'est 1947, le fameux témoignage de Kenneth Arnold, qui est d'ailleurs à l'origine de l'expression « soucoupe volante », de par son témoignage, de par son expérience, qui reste encore aujourd'hui relativement crédible parce que le personnage lui-même était un personnage mature, responsable, intelligent et qui ne notait absolument aucun signe d'affabulation ou de délire quelconque. Les phénomènes ovnis, c'est aujourd'hui, on le sait, un élément de guerre psychologique que les Américains ont mis en place, évidemment, contre la Russie pendant la guerre froide. Alors aujourd'hui, on s'interroge si finalement les Américains ne sont pas en train de relancer ce phénomène, c'est-à-dire d'un côté d'essayer de cultiver la suspicion que les États-Unis sont visités par des extraterrestres et que de ce fait, par déduction, les Russes diraient que finalement, si les Américains ont des contacts avec des entités extraterrestres, peut-être qu'ils ont accès à des technologies modernes, etc. Et inversement, c'est-à-dire faire peur au peuple américain en disant attention, les Russes ont peut-être eu des contacts, ont peut-être acquis des technologies avancées. Donc ça légitime de considérer la Russie comme un ennemi potentiel contre les intérêts et la sécurité américaine. Première chose qu'il faut bien comprendre, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays où le peuple a toujours cette particularité culturelle d'avoir toujours peur de l'étranger. Même au sein de son pays, le peuple et dans l'histoire des États-Unis, on peut résumer que le blanc américain issu des anciennes colonies a toujours eu peur de l'autre, a toujours eu peur de l'étranger, du différent. D'où la raison pour laquelle on a des génocides des natifs, d'où la raison pour laquelle, lorsque la guerre de sécession a finalement été gagnée par les Yankees, et que les Afro-Américains allaient donc bénéficier de l'abolition de l'esclavage, je dis bien de l'abolition de l'esclavage, et non pas des lois ou des principes ou des règles de certains États sur la discrimination, puisque l'apartheid américaine, comme moi je pourrais éventuellement l'appeler, elle a quand même été présente jusqu'en 1962-68, c'est quand même
encore relativement récent. Oui, ce peuple est un peuple craintif. Et qui plus est, il était craintif à la base, mais on a cultivé ses craintes. On a cultivé ses craintes du fait de la fierté d'être américain, de la fierté du modèle américain, du modèle démocratique, du modèle de la liberté qui rend jaloux d'autres pays et que d'autres pays voudraient éventuellement nous menacer. Voilà, c'est le dogme, la religion est installée pour des décennies et des décennies. Et aujourd'hui, vous avez des générations et des générations et des générations d'Américains, pas tous, mais qui sont convaincus de cela. Qui sont convaincus que leur pays est le plus beau pays du monde, et que, par conséquent, du fait que c'est le plus beau pays du monde, on suscite les jalousies, et qu'on veut nous détruire. Je vous invite, pour bien comprendre vraiment la subtilité de la situation, de revoir le premier épisode de cette série qui a maintenant quelques années, qui a été diffusée par HBO, excellente chaîne. Le tout premier épisode, le début du premier épisode. La scène, vous pourrez la trouver sur YouTube. Je vous mettrai le lien, j'essaierai de la trouver en version française pour qu'elle soit bien plus claire. Où vous avez un journaliste, un anchorman, une star de journal télévisé, d'une chaîne d'information, qui est invité, qui participe à un forum avec des gens qui posent des questions, etc. Et à un moment donné, il y a... Alors, lui, il est le média, représentant les médias, et vous avez une personnalité démocrate et une personnalité républicaine. Et vous avez l'animateur, donc, qui commence à donner la parole à des gens qui veulent poser des questions. Et à un moment donné, il y a une gamine qui arrive et qui pose la question donc aux trois intervenants, et dit, selon vous, qu'est-ce qui fait que les États-Unis d'Amérique est le plus beau pays du monde? Ou le meilleur pays du monde? Évidemment, les deux politiciens nous sortent le cliché habituel, parce que c'est le pays des libertés, de la Constitution, parce que c'est le pays du libre-échange, parce que c'est la liberté, et c'est la meilleure démocratie, etc. Et le journaliste, lui, dit c'est parce que c'est le pays des jets. Évidemment, l'animateur essaie de pousser un petit peu loin, dit non, mais dites franchement ce que... Et on sent que, là, le journaliste, voilà, oui, je vous l'ai dit, la meilleure constitution, et le journaliste, pas convaincu, il dit non, mais là, vous faites du cliché, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tout d'un coup, le journaliste pète les plombs. Il dit non, les États-Unis d'Amérique n'est pas le plus beau pays du monde. Et là, il part dans une diatribe pour faire la démonstration que les États-Unis n'est plus le plus beau pays du monde. Et pour au final dire, il l'a été. Fut un temps, il l'a été. Fut un temps, il avait des valeurs, fut un temps, il avait des principes, fut un temps, il avait des règles, une culture qui n'était pas parfaite, parce que l'Amérique est une jeune nation, et qu'en tant que jeune nation, elle fait des erreurs. Elle a commis des erreurs. Mais elle a su, à un moment donné, évoluer vers le bon sens. Et puis un jour, le jouet a été cassé. C'est-à-dire qu'on a joué la carte de l'ultralibéralisme, et que dans cet ultralibéralisme, dans cette volonté de liberté absolue, mais on a laissé des gens faire n'importe quoi. On a laissé des gens légitimer de faire n'importe quoi. On a laissé des gens croire que parce que les États-Unis c'était le plus beau pays du monde, de asseoir son hégémonie un peu partout, d'être impérialiste, c'est-à-dire de faire aux autres ce qu'il n'accepte pas qu'on lui fasse à lui, qu'on a réaménagé, réinstauré la religion, alors que les pères fondateurs des États-Unis avaient déjà prévenu, attention, on ne veut pas interdire la religion, mais il faut que les États-Unis soient un pays laïque, c'est que ce soit un pays où la religion soit séparée des décisions de l'État. Bon, ça n'a pas duré longtemps, évidemment, puisque quand vous avez un électorat qui était quand même à l'époque une grande majorité religieux, vous n'allez pas dire oui, votez pour nous, par contre la religion, vous la mettez de côté. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc tout ça pour dire qu'il y a aux États-Unis une culture, en effet,
où vous avez des Américains qui sont encore fiers de leur pays. Alors parfois, il y en a certains que c'est légitime, parce qu'ils pensent qu'en effet, il y a certaines valeurs, certains principes qui fonctionnent très très bien, mais qui sont quand même conscients qu'il y a eu des dérapages. Et puis, vous avez cette part d'Amérique, des Américains qui sont perdus finalement. Et comme ils n'ont pas d'issue, comme ils n'ont pas de proposition, de substitution, etc., ça donne les Trumpistes. Ça donne des gens qui vont se réfugier dans des extrêmes. J'ai un de mes collègues, justement, ce week-end, qui m'a posé une question. Il m'a dit, mais pourquoi les Français aiment-ils venir aux États-Unis? Mais dans le sens très critique. Et je dis, mais parce qu'il y a d'abord un héritage culturel de l'après-guerre, c'est-à-dire que même avant, au début du siècle, l'Amérique faisait rêver, mais elle faisait rêver une certaine classe sociale de la France. Mais de façon plus populaire, c'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une popularisation de certains éléments culturels américains, culturels, c'est-à-dire musical, consommation, plaisir, loisirs, qui se sont installés, puisque malheureusement, à l'époque, la France n'avait pas d'autres propositions. Donc les Américains ont exporté, évidemment, certains outils culturels. Et évidemment, l'Amérique, ça a toujours fait rêver. C'était le pays où du grandiose, etc. Mais c'est des images qui sont un petit peu faussées. C'est exactement comme les Américains qui aiment la France, mais qui ont une image de la France. Une image d'Épinal de la France. Et quand je leur disais, je dis oui, mais c'est comme les Américains quand ils vont à Paris, mais ils vont à Paris. C'est comme les Français ils disent qu'ils ont été aux États-Unis en allant à New York. Ils disent non, vous n'avez pas été aux États-Unis, vous étiez à New York. C'est pareil. C'est vraiment des microcosmes sociétaux, culturels, etc., qui sont particuliers dans ce pays. En revanche, les Américains que je connais qui sont allés en France, mais qui sont allés en province, même certains qui ont fait des études, il y en a qui ont fait des études à Lille, il y en a qui ont fait des études à Aix-en-Provence, mais ils rêveraient de venir vivre en France, parce qu'ils ont goûté à un art de vivre. Et ils ont goûté à la vie provinciale. Tout comme ceux qui rêvaient des États-Unis, avaient une image des États-Unis. Certains font le road trip, c'est-à-dire traversent les États-Unis d'est en ouest. Il y a des moments où ils se rendent compte que finalement les États-Unis, oui, New York c'est génial. Oui, il y a des grandes villes où il y a des trucs intéressants. Oui, si vous êtes cinéphile, Los Angeles, évidemment, lieu mythique du cinéma. Mais une fois que vous en avez fait le tour, vous vous rendez compte que quand même en France, niveau culturel, on est quand même vachement plus disposé, qu'on a vachement plus de diversité, qu'on a vachement plus d'histoire, de choses à raconter, de choses à inventer, de choses à créer, que ce qu'ils en ont aux États-Unis. En effet, si vous aimez la nature, etc., les États-Unis, c'est magnifique. Il y a des endroits, il y a des parcs. Mais il arrive un moment, quand vous êtes français, quand vous êtes un peu cultivé, quand vous aimez un peu les vieilles pierres, etc., et vous vous rendez compte que ça vous manque. C'est une question, après, qui m'a posée, mais qu'il m'a posé cette question en ayant le regret lui-même de se rendre compte que son pays est en train de partir à volo. C'est-à-dire, il est conscient lui-même de comportements d'Américains qui n'arrangent pas l'image que les États-Unis ont ou avaient à l'étranger. Et ça, là-dessus, je peux en effet que conforter son point de vue. Donc c'est bien la preuve quand même qu'aux États-Unis, vous avez des Américains qui sont quand même conscients. Ils sont conscients d'une réalité. Tout comme, aujourd'hui, tous ceux que j'ai rencontrés qui sont des vétérans de l'Irak et de l'Afghanistan, tous l'ont en travers de la gorge. C'est-à-dire que tous, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait manipuler pour leur patriotisme,
C'est-à-dire qu'ils ont voulu défendre les intérêts des États-Unis, ils ont voulu se venger du 11 septembre et défendre la démocratie et les libertés et les droits de l'homme, etc., contre le terrorisme. Mais au bout du compte, ils sont revenus dégoûtés. Non seulement dégoûtés, mais la plupart d'entre eux m'ont admis que finalement, ils ont beau faire des entraînements à la Full Metal Jacket, si vous avez vu le film, ça ne les prépare pas à la saloperie que sont les guerres. Donc, quand aujourd'hui vous avez en France des gens qui critiquent Trump et qui considèrent tous les Américains qui votent Trump comme des merdes, alors en effet, je ne suis pas pro-Trump, mais c'est les mêmes qui vont vous cracher à la gueule, comme je vous le disais au début de la vidéo, parce que vous remettez en question peut-être la démocratie, peut-être que ne pas abandonner les valeurs de la démocratie, mais de faire évoluer la démocratie. Ah mais non. C'est des gens qui n'y comprennent rien, c'est des gens qui sont endoctrinés. Et finalement, les gens qui sont encore endoctrinés aux États-Unis, c'est les mêmes qu'on a en France. Et tout ça, pour revenir à ce sujet, que les phénomènes ovnis font partie d'un ensemble d'outils de manipulation. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des phénomènes inexpliqués. Je ne dis pas que, en effet, il y a peut-être des soucoupes volantes qui sont venues nous visiter, etc. Quoique, là encore, je fais référence à cet excellent spectacle de Alexandre Astier, l'Exoconférence, qui met le doigt justement sur une réflexion très intéressante. Je ne vais pas y revenir dessus. Moi, en ce qui me concerne, j'ai lu quelques bouquins à l'époque, dans les années 90, sur les phénomènes ovnis, et très rapidement, évidemment, on arrive à la manipulation, c'est-à-dire la manipulation qu'a fait les États-Unis sur les phénomènes ovnis pour, d'un côté, essayer de maintenir le peuple dans un phénomène fantasmagorique, mais aussi de développer une culture, une contre-culture à ce qu'il y avait en face, c'est-à-dire la Russie. Et d'ailleurs aujourd'hui, on a des dossiers déclassifiés qui démontrent que la Russie a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, comme les deux pays s'espionnaient, donc ils ont volontairement construit, élaboré des dossiers secrets, ultra secrets, avec même des services ultra secrets, etc., pour les phénomènes ovnis, etc., pour en réalité faire croire que chacun avait un contact avec des entités intelligentes, avec une technologie supérieure, etc. C'était de la psychologie. Aujourd'hui, même quand vous voyez certains documents, vous vous rendez compte du pathétique, de la mise en scène, qui était évidente. Encore une fois, j'insiste bien, on estime scientifiquement aujourd'hui qu'il y a à peu près, sur tous les phénomènes recensés, les vidéos, les filmés, les témoignages, etc., on estime qu'il y a à peu près entre 8 et 5% de phénomènes en effet inexplicables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer scientifiquement, on ne peut pas l'expliquer par de la théorie, on ne peut pas l'expliquer sur des phénomènes optiques, de retranscription, très souvent d'ailleurs, c'est souvent des fois des phénomènes où on réussit à trouver des corrélations et que finalement ce sont des gens, souvenez-vous du fameux bombardier furtif américain, quand on l'a découvert en Irak, tout d'un coup on s'est souvenu qu'il y avait 10 ou 15 ans, avant il y avait des gens qui aux États-Unis avaient déclaré avoir vu des ovnis en forme de triangle noir. Bon, ça peut encore exister aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, des gens peuvent se trouver à un endroit à l'instant T où, en effet, il y a une expérimentation, il y a des engins qui sont expérimentés et qui ont parfois des réactions, mais des réactions qu'à la limite, si vous y connaissez un petit peu en aéronautique, vous pouvez facilement en déduire que c'est une construction humaine. Mais tout le monde n'a pas ces connaissances. Et il y a des gens qui vont tout de suite retranscrire ça comme étant un phénomène ovni. Et bon an, mal an, parfois les témoignages, alors surtout aux États-Unis, comme je vous l'ai expliqué, les Américains, ils aiment bien faire du drama, ils aiment bien enjoliver les choses, ils aiment bien en faire des tonnes de pas grand-chose. Donc,
d'un simple phénomène naturel que le mec il n'a pas su comprendre que c'était finalement un phénomène naturel, et ben lui il en a traduit un phénomène ovni, et là il va vous raconter l'histoire dont vous allez vous dire en effet peut-être qu'il a vu quelque chose d'intéressant, alors qu'en réalité il n'a vu qu'un phénomène naturel. C'est ça malheureusement toute la complexité des phénomènes ovni aujourd'hui, et le fait que cet article, le fait que les États-Unis nous ressortent cette histoire pour dire oui, alors phénomène ovni, en effet, il y en a, on ne peut pas encore vous les expliquer, mais en revanche, il se peut qu'il y ait certains phénomènes qui soient issus en réalité d'engins développés par des technologies de nos ennemis, les Chinois et les Russes. Voilà, on est dans encore, on réutilise, on réactualise, on dépoussière des procédés qu'on a utilisés il y a 50 ou 60 ans. Donc, si un jour vous tombez sur ce genre d'article, posez-vous toujours la question. Observez bien les choses. Regardez même les vidéos. À l'ère aujourd'hui où on est sur des matériels vidéo, même dans l'espace, avec des hautes définitions de 4K, de 8K, vous avez même aujourd'hui même des vidéos, comme on dit souvent, les militaires ont toujours le bénéfice des avancées technologiques, etc. Et quand on voit la qualité des vidéos, on dit, attendez, personne n'est capable de filmer un phénomène clair, net, précis, en haute définition, pour justement éliminer tous les trucages, ou trucs comme ça. Ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est toujours des vidéos, ça bouge, c'est flou, les focus sont mal faits, c'est... Moi, enfin, personnellement, toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai tout de suite vu le problème. Par exemple, les dernières vidéos qui ont été diffusées, soi-disant par des pilotes américains, etc. Moi, j'ai un problème avec la focale. Je sais pas, c'est pas clair. Il y a un problème. Vous n'allez pas me faire croire qu'un appareil américain doté de vidéo n'a pas des systèmes de vidéo avec une haute définition, de telle manière justement à pouvoir être sûr, vérifier, contrôler l'objet sur lequel ils sont. Voilà. Dites-vous bien que malheureusement, il y a des fois aujourd'hui avec de bons matériels vidéo, même avec un bon PC, vous êtes capable de faire des fakes. Hein. En matière d'OVNI, c'est très facile à faire. Donc voilà pour cette petite information qui finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui en géopolitique, il y a des vieilles recettes qu'on ressort et qu'on dépoussière pour réalimenter un petit peu certains phénomènes. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec, peut-être on va revenir sur d'autres sujets selon l'évolution des choses, etc. Et d'ici là évidemment, portez-vous bien.